L'Auvergne est la région où je suis né et où j'ai grandi. Je la découvre chaque jour un peu plus et ne cesse de m'émerveiller devant la beauté de ses paysages, ses couleurs et ses formes si caractéristiques. Cette terre de volcan me fascine et je ne m'en lasse pas. C'est un moment émouvant pour moi, car pour la première fois, je partage avec vous un ancien langage géométrique, oublié, et d'une précision improbable au cœur des volcans d'Auvergne. Depuis des millénaires, ce texte de pierre attend que se pose sur lui un autre regard. Je partage avec vous la joie de la découverte d'un ancien plan que les peuples mégalithiques ont commencé il y a plusieurs millénaires. Ils érigèrent des menhirs et dolmens à des endroits précis, et que la tradition conserva en les remplaçant par des chapelles lors des millénaires qui suivirent. Voici comment les anciens s'adressent à nous, qu'on appelle les modernes. Le Massif central est une de ces belles régions du monde. Les paysages y sont très variés. Plusieurs massifs le composent. Deux d'entre eux, le massif du Sancy et la chaîne des Puys, abritent un certain nombre de monuments d'un autre temps. Le patrimoine architectural est lui aussi d'une très grande richesse. Au pied du massif du Sancy se trouve une vallée où coule la rivière de la Couze-Pavin. Sur les sommets qui longent cette vallée, on trouve plusieurs petites chapelles surplombant des villages parmi les plus beaux de France, comme celui de Saint-Floret ou de Saurier. Ces petits monuments interpellent. Ils trônent majestueusement au-dessus de la vallée. La chapelle du Pic Brionnais est un de ces monuments posés sur un sommet basaltique, donnant une vue à 360 degrés sur les massifs volcaniques d'Auvergne. Ce lieu attire de nombreux visiteurs qui viennent y admirer la vue. Ce qui va suivre va transformer votre regard de simple observateur de la beauté des lieux en un émerveillement remontant du passé. Elle est construite en extrême limite du piton rocheux. Pourquoi ? Pourquoi a-t-on construit à la limite sud-est de ce qu'il était possible de faire ? Il y avait pourtant la place d'installer l'édifice au centre du plateau qui marque le sommet de cette montagne. Et puis pourquoi est-elle tournée vers l'ouest, là où la plupart des églises ont leur clocher à l'est ? Deux raisons peuvent expliquer cette implantation étrange. Donc quand on est au puy de Sancy, le pic Brionnais qui est là-bas, là, qu'on aperçoit, en fait, tu traces une ligne du Brionnais jusqu'ici, tu es exactement sur l'axe est-ouest, et notamment de la chapelle. Ça part de la chapelle en fait. Si la chapelle n'était pas décalée sur le côté, là, ça ne marcherait pas. Que le pic Brionnais, tu as un sommet où il y a une table d'orientation, oui. Et la chapelle est décalée légèrement, même beaucoup, à l'extrémité du plateau. Elle est très au bord. Et c'est pour ça que ça fonctionne, que tu as un axe est-ouest parfait. Mais ce n'est pas la seule raison qui pourrait expliquer cette implantation audacieuse. Cette petite chapelle se trouve séparée par une vallée de la chapelle de Cray qui se trouve juste en face. Elle est décalée de 26,56 degrés par rapport au nord de cette chapelle. L'angle est exact, avec une très grande précision. Et il s'agit de celui de la diagonale d'un double carré, qu'on appelle aussi bicarré, ou rectangle de proportion 1 de haut par 2 de large. Donc un double carré ou un bicarré, c'est tout simplement un rectangle de proportion 1 par 2. C'est-à-dire que le petit côté vaudrait 1 et le grand côté vaudrait 2. C'est quelque chose de simple, mais c'est une pensée par forme que l'on retrouve dès les premières architectures monumentales. Par exemple, dans la grande pyramide de Khéops en Égypte, la chambre du roi, la chambre haute, elle a des proportions de 1 par 2. C'est un rectangle de 10 coudées de large par 20 coudées de long. Donc c'est un bicarré.
Et même dans cette pyramide, si on regarde bien l'inclinaison des couloirs ascendants et descendants, ces couloirs-là ont une inclinaison d'environ 26 degrés 56, qui correspondrait à la diagonale d'un bicarré. Donc c'est une forme géométrique fondamentale qui est exprimée dans plein d'architectures très anciennes. Cette architecture de 1 par 2 pourrait évoquer par exemple la dualité ou la complémentarité des choses. Par exemple, le jour, la nuit sont quelque chose d'indissociable, le masculin, le féminin, le soleil et la lune, le chaud, le froid, le yin, le yang. Donc dans cette notion de bicarré, il y a tout ça qui semble être intégré là-dedans. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pensée par forme. Et on peut aller plus loin, puisque la diagonale de ce bicarré, sa longueur, ça serait 2,236. Et ça, c'est l'association du nombre d'or plus son inverse, c'est-à-dire que 2,236, pour l'obtenir, on additionne le nombre d'or, 1,618, plus son inverse, 0,618, et on obtient 2,236. Voilà donc un petit peu ce qu'on peut dire sur cette forme géométrique qui est simple mais fondamentale, et utilisé depuis très longtemps. Depuis cette chapelle de craie, on peut observer une autre ligne qui, en suivant l'axe est-ouest, passe avec une très bonne précision sur la chapelle qui domine le village de Saint-Floret. L'alignement est-ouest se prolonge sur une troisième chapelle, celle de Saint-Vincent quelques kilomètres plus loin, toujours avec une précision proche de la perfection, qui n'est prise en défaut que d'un dixième de degré sur une des chapelles. L'alignement de ces trois chapelles est très curieux. Ces quatre monuments marquent en réalité les limites d'une seconde structure géométrique qui fait suite au double carré. Il s'agit du triple carré, c'est-à-dire 3 carrés côte à côte. Nous n'avons pas connaissance de documents historiques relatifs à la construction de ces monuments, permettant de montrer que les architectes cherchaient à disposer les édifices les uns par rapport aux autres. Nous savons que les architectes des cathédrales, par exemple, intégraient souvent des proportions harmonieuses dans les bâtiments, mais pas au point d'établir une harmonie sur plusieurs kilomètres. Le hasard peut difficilement expliquer ces dispositions-là. Existe-t-il une tradition plus ancienne encore, avec laquelle nous pouvons observer de telles stratégies d'implantation? Oui, les peuples qui érigèrent par centaines de milliers les menhirs et dolmens en Europe ont adopté les stratégies que nous venons de voir à l'instant. Même en Égypte, ce principe du triple carré a été appliqué sur la Grande Pyramide. Il a une grande importance puisqu'il détermine la position de la chambre haute, dite chambre du roi. Donc les menhirs et dolmens sont des pierres qui sont classées monuments historiques, mais on n'y attache pas autant d'importance, tout simplement parce que lorsqu'on est face à un menhir isolé dans un champ, on n'a pas grand-chose à visiter en réalité. C'est pas comme un château de la Renaissance ou une cathédrale. On n'a pas de dorures, de sculptures, de vitraux, d'immenses piliers à admirer. On est juste face à une pierre qui a été redressée à angle droit. Et c'est d'autant plus compliqué que cette pierre elle est totalement isolée des autres, et donc on se retrouve face à un simple caillou redressé dans un champ. Moi au début, quand j'ai commencé à essayer de comprendre
comment étaient positionnés les mégalithes dans le massif du Sancy. Je ne comprenais absolument rien et je me disais que je perdais mon temps. Et quand j'ai commencé à comprendre par contre quels étaient les principes, en me documentant sur le sujet, là j'ai commencé à comprendre et à trouver, si vous voulez, l'implantation de ces mégalithes. Et c'est possible que lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on se met à regarder les monuments, leur position les uns par rapport aux autres, et c'est à ce moment-là qu'on commence à y voir clair, et c'est à ce moment-là aussi que l'émerveillement prend naissance face à ces monuments. Voici ce que disait l'archéologue Edmond Auger en 1908 à propos des mégalithes. Là où la voix de la tradition est muette, où la chronique de l'humanité consciente se tait, les pierres ont quelque chose à nous dire. Prenons un exemple. Il est étonnant. À quelques kilomètres de ces chapelles, le menhir de Champey, autrefois appelé Pierre Fichade, est un des plus beaux de la région. Il marque le début d'une ligne est-ouest se terminant sur le menhir de Frédefond, qui lui aussi s'appelait autrefois le menhir de la Croix-Fichade. La précision sur 11 250 en moyenne est surprenante comme vous pouvez le constater. Mais ces deux menhirs ne sont en fait que les premiers éléments d'un plan plus complexe en relation avec d'autres monuments mégalithiques. Le dolmen de la Pinère est situé à 430 mètres du menhir de Frédefond. Ce dolmen sous cairn mesure 15 mètres de diamètre. Le poids de la pierre de couverture est estimé entre 20 et 25 tonnes, fut déplacé sur plusieurs kilomètres, mettant en évidence qu'elle devait se trouver ici et pas ailleurs, et que ses bâtisseurs voulaient marquer cet emplacement avec précision. Pourquoi ? Ce dolmen est décalé de 18,43 degrés de l'axe est-ouest par rapport aux deux menhirs de Champey et de Frédefond. Or, cet angle est celui d'une diagonale de 3 carrés placés côte à côte. Une telle organisation sur 3 monuments avec une telle précision peut difficilement être le fruit du hasard. Cette observation d'une implantation sur un plan de 3 carrés implique que nos carrés ont une unité de mesure. Elle est environ de 11 250 divisé par 3, soit 3 750 mètres par carré. Cette valeur de 3 750 mètres représente l'unité de base de nos 3 carrés. Comment peut-on vérifier que cette distance de 3 750 mètres est bien une mesure réellement utilisée par nos ancêtres? En retrouvant cette mesure sur d'autres mégalithes du secteur, par exemple. Et c'est le cas. À quelques kilomètres se trouve le plus beau menhir du massif du Sancy. Il pèse 12 tonnes, dépasse du sol de 4,75 m et la distance qui le sépare du plus beau dolmen double de la région est exactement de 3 750 mètres. Apprécions la précision de la mesure. Cette mesure est celle qui a servi à implanter les menhirs de Frédefond, de Champey et le dolmen de la Pinère. Retrouver la distance du côté de nos carrés confirme la stratégie d'implantation très sophistiquée. Ce qui est surprenant également, c'est que l'unité de mesure dans notre exemple pourrait être l'unité métrique,
car le périmètre des 3 carrés disposés côte à côte est de 30 000 mètres. 3 dizaines de milliers de mètres pour 3 carrés, c'est une hypothèse. Pour la confirmer, il nous faut savoir si ces bâtisseurs mesuraient à plat en 2 dimensions ou s'ils faisaient une mesure moyenne en fonction de la différence d'altitude des lieux. Lorsqu'on veut déterminer l'unité de mesure qui a été employée, ici, la difficulté, c'est de savoir comment il faut procéder. Puisque si on mesure sur une carte à plat, on va avoir une certaine distance. Mais si on mesure en tenant compte de la différence d'altitude, on va avoir une petite différence qui ici n'est pas négligeable parce que nous avons un menhir qui se trouve ici, juste derrière moi, à 530 mètres d'altitude. Et le menhir de Friedefond, lui, il est quand même à 950 mètres d'altitude. Et donc on ne sait pas comment il faut déterminer la mesure et comment les bâtisseurs ont pu le faire. D'autant plus qu'on n'a pas la possibilité de voir visuellement ce menhir depuis le menhir de Friedefond. Puisqu'il y a des collines en fait qui empêchent d'avoir une vision optique directe. Donc on ne sait pas comment ils procédaient. Ce qui me paraît évident, c'est qu'ils étaient capables de déterminer l'altitude des lieux, parce que ces bâtisseurs étaient capables d'orienter de manière horizontale leurs monuments, avec une grande précision au niveau des angles. Et donc s'ils savent faire ça, ils savent également déterminer des angles verticaux avec une très grande précision, et donc déterminer l'altitude également. Pour essayer de comprendre et de savoir quelles pourraient être les unités de mesure qu'ils utilisent, il faudrait essayer de regarder sur des mégalithes qui sont situés à la même altitude, et c'est le cas par exemple du menhir de Friedefond, avec le dolmen qui est à proximité, qui se trouve pratiquement à la même altitude. En effet, le côté ouest du tumulus dolmen de la Pinère, qui se trouve sur la diagonale du triple carré, est distant de 421,60 mètres du menhir de Friedefond. Cette valeur n'évoque rien de particulier, mais elle est la diagonale d'un rectangle dont le grand côté, orienté est-ouest, mesure 400 mètres, rendant ici l'hypothèse de l'usage de l'unité métrique plus probable. Revenons à l'implantation des mégalithes. Pouvons-nous découvrir d'autres implantations de mégalithes en partant de ce menhir de Friedefond? Oui, si nous traçons la diagonale du premier carré, c'est-à-dire un angle à 45 degrés exactement, nous interceptons au bout de 1666 mètres le cœur de l'église de Saint-Nectaire. Étonnante coïncidence! D'autant plus que si on prolonge encore cette droite, elle intercepte 2414 mètres plus loin un petit menhir oublié de Saillant. Cette pierre, qui est préservée malgré l'urbanisation, fut à une époque surmontée d'une croix. Elle se trouve, elle aussi, à proximité d'un autre dolmen et d'une très belle cascade qui attire l'attention, rendant ce menhir très discret. Ce petit menhir, probablement brisé, qui n'est référencé sur aucune carte IGN, ni sur la liste des monuments historiques, est pourtant mentionné dans des textes de 1840. L'auteur de ce texte, l'abbé Croiset, mentionne plusieurs menhirs dans ce secteur. Il semble que celui qui nous intéresse est le seul à avoir survécu. Les spécialistes s'accordent pour dire que dans la région, 9 mégalithes sur 10 ont disparu depuis l'époque préhistorique. Pourtant, cette pierre est bien là, et à quelques centaines de mètres se trouve un autre dolmen, dont la position relative n'est pas anodine, puisque l'ensemble forme un nouveau complexe en bloc modulaire carré. Cette pierre est là, dans le prolongement de la diagonale du carré, avec une incroyable précision au centième de degré près, encore une fois. Sa position, par rapport au dolmen de Saillant, fonctionne elle aussi sur la base de blocs modulaires carrés. L'angle qui sépare ce menhir du dolmen est de 38,66 degrés, soit la diagonale d'un rectangle de proportion 4 par 5. Dans un rayon de 24 km, il ne reste que 15 mégalithes à leur emplacement d'origine. Malgré la faible quantité de monuments mégalithiques,
nous avons découvert pas moins de 7 relations parfaites, répondant d'un système modulaire à base de carrés orientés sur les points cardinaux et agencés avec une précision au centième de degré près. La probabilité que cette implantation géométrique soit volontaire a été calculée. Vous vous demandez sûrement qui a fait cela et comment ces peuples inconnus ont-ils pu avoir une telle précision sur de telles distances? Comment faisaient-ils pour tenir compte d'un relief aussi accidenté? Je n'ai pas de réponse à vous donner, je ne peux que partager avec vous ces faits étonnants qui nous informent sur la pensée de nos ancêtres. Les peuples mégalithiques ne faisaient pas les choses au hasard. Ils implantaient avec une précision moderne leurs monuments, en totale contradiction avec l'idée que nous nous faisons de ces ancêtres censés sortir des cavernes, découvrir l'agriculture et l'élevage après des millions d'années de nomadisme. Revenons maintenant à l'emplacement des chapelles que nous avons découvert au début du film. Nous avons encore des choses à découvrir pouvant nous renseigner sur ces implantations improbables. Nous l'avons vu, l'angle qui sépare la chapelle du pic Brionnais de celle du Crêt est celui d'un bicarré, c'est-à-dire 26,56 degrés. L'angle qui rejoint la chapelle de Saint-Floret depuis le pic Brionnais est de 31,72 degrés, sur une distance optique de 4472 mètres. Cela ne vous dit rien. Mais cet angle est celui de la diagonale d'un rectangle d'or, c'est-à-dire d'un rectangle dont le petit côté mesure 1 et le grand côté 1,618. Une telle observation ne tient certainement pas du hasard. Cet angle, 31,72, est aussi la moitié de l'autre angle du bicarré, c'est-à-dire 63,44 divisé par 2. Pour illustrer encore une fois cet improbable plan, si on essaye d'apercevoir une autre chapelle depuis le pic du Brionnais, il y en a une autre au nord-ouest. L'église de Saint-Diéry-Haut est elle aussi décalée de 31,72 degrés par rapport à l'axe est-ouest. Depuis le pic du Brionnais, les distances en visée optique jusqu'aux deux chapelles de Saint-Floret et Saint-Diéry sont de 4472 mètres et de 3578 mètres. Cela n'évoque rien, mais 4472, c'est 2000 fois racine de 5 exprimée en kilomètres. La racine de 5 est 2,236. Quant aux 3578 mètres, ils font 1600 fois la racine de 5. Le rapport de distance entre ces deux visées fonctionne aussi en nombre entier. C'est un rapport de 4 sur 5. Une telle implantation, avec des angles et des distances aussi remarquables, ne peut pas non plus s'expliquer par hasard. Nous parlons ici de lieux qui, depuis très longtemps, sont considérés comme étant des espaces sacrés. Depuis le pic du Brionnais, toutes les chapelles que nous pouvons apercevoir sont positionnées sur la base de ces principes modulaires, issus d'une très ancienne tradition mégalithique dont nous n'avons pas idée de l'existence ici en Auvergne.
Les bâtisseurs de l'époque médiévale ou de la Renaissance n'avaient pas les outils pour implanter les monuments avec une telle précision. Il suffit de regarder les cartes du XVIe et XVIIe siècle pour se rendre compte qu'elles n'offrent pas une précision suffisante pour expliquer de tels prodiges. L'église de Saint-Floret est réputée pour ses sarcophages taillés à même le rocher et dont la direction pointe vers la chapelle du pic du Brionnais. Elle est probablement un ancien lieu sacré celtique, comme il y en a plusieurs dans le secteur. Mais bien avant d'être celtiques, tous ces lieux furent fréquentés par les peuples mégalithiques dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'ils érigèrent menhirs et dolmens. En revanche, nous observons depuis quelques années que ces peuples avaient une capacité d'implantation moderne de leurs monuments. Les historiens s'accordent pour dire que la plupart des sites mégalithiques ont disparu et que beaucoup ont été remplacés par des monuments de l'ère chrétienne. Le pouvoir d'attraction exercé par ces monuments mégalithiques a conduit l'Église à reconstruire à l'emplacement d'anciens lieux mégalithiques. D'une part, pour capter les adeptes de cette ancienne culture là où ils avaient l'habitude de se rendre, et d'autre part, pour remplacer l'ancienne culture par le christianisme. Dans la région, à Orcival, un menhir se trouvait dans un des piliers de l'église romane. Il existe de nombreux exemples de constructions qui ont remplacé des mégalithes. De fait, nous devrions découvrir des relations géométriques reliant les chapelles de Brionnais, Crest et Saint-Floret avec les mégalithes. Essayons d'approfondir l'idée que ces petites chapelles seraient d'anciens lieux mégalithiques. À l'est de Clermont-Ferrand se trouve le menhir de Beaulieu. Sa relation avec le menhir de Frédefond fonctionne elle aussi avec des systèmes modulaires de 3 carrés de haut par 2 de large. Ce type de géométrie est présente aussi dans les alignements mégalithiques de Bretagne. Et plus surprenant encore, Howard Crowhurst montre qu'on retrouve ce principe géométrique sur la ziggourate d'Our en Irak. Et si on regarde le plan du ziggourate d'Our, c'est un rectangle de 2 sur 3. Et sa diagonale est parfaitement axée nord-sud. Mais ce n'est pas tout. Ce menhir de Beaulieu est en relation avec la chapelle du Brionnais. L'angle nord-sud est décalé de 14,04 degrés, marquant précisément un système de blocs modulaires carrés de 1 sur 4, qui, encore une fois, fait partie des principes géométriques découverts par Howard Crowhurst et que l'on peut observer cette fois-ci sur les chaussées processionnaires des pyramides de Gizeh en Égypte. Et enfin, toujours de ce menhir de Beaulieu, nous pouvons tracer une ligne qui, depuis Saint-Floret, emprunte la diagonale d'un système modulaire de 8 carrés de haut. Une précision incroyable sur près de 30 km, mettant en évidence la relation entre les mégalithes et les monuments plus récents de l'ère chrétienne. Ces derniers éléments, précis au centième de degré sur presque 30 km, permettent d'illustrer la connexion entre mégalithes et monuments de l'ère chrétienne. Mais cela permet aussi d'illustrer la précision des bâtisseurs mégalithiques, une précision qui était encore inaccessible pour nos scientifiques et outils d'avant le XXe siècle. Nous pouvons affirmer que la précision est moderne. Elle est supérieure par exemple aux mesures d'angle que réalisèrent Méchain et Delambre pour déterminer l'unité métrique. Voici un exemple. Les angles du premier triangle mesuré par Delambre entre Melun et Lieusaint est précis avec une erreur pouvant dépasser les 2 dixièmes de degré.
Cette marge d'erreur de quelques dixièmes de degré se reproduit sur l'ensemble des triangles relevés par Méchain et Delambre, alors que les angles des éléments que nous venons de vous montrer présentent une marge d'erreur 10 fois plus petite. Résumons-nous. Avant d'aborder la relation entre les mégalithes, leur environnement naturel et astronomique, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, afin d'insister sur le fait que cette science s'est répandue sur toute la planète. Ce que je découvre dans ma région n'est qu'un exemple de cette tradition très ancienne et oubliée, que j'aimerais illustrer maintenant avec quelques exemples. Depuis le menhir de Frédefond, qui, vous l'aurez compris, est une pierre angulaire essentielle de ce plan local, nous pouvons tracer une ligne de 38,97 degrés jusqu'à la chapelle de Brionnais. Cette chapelle occupe aussi un emplacement clé dans ce que vous venez de voir. Cet angle n'est pas celui d'une figure à base de carré, mais il est très important. Cet angle détermine un rectangle dont le petit côté vaut 0,809 et le grand côté vaut 1. Ici, le petit côté vaut la moitié du nombre d'or. Et alors? Eh bien, cet angle est exactement celui qui relie le coin nord-est de la pyramide de Khéops au coin sud-ouest de la pyramide de Mykérinos. Cette orientation est celle qui détermine le plan des grandes pyramides du plateau de Gizeh. Mais ce n'est pas le seul endroit où cet angle sert à marquer des emplacements sacrés. En effet, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Mexique, 3 complexes majeurs, que sont Teotihuacan, Cuicuilco et Cholula, sont disposés exactement avec ces angles de 38,97 degrés. Cet exemple au Mexique est le plus extraordinaire, car il fonctionne sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Depuis Cuicuilco jusqu'à l'autel qui se trouve devant la pyramide du Soleil, nous pouvons tracer une ligne moyenne de 55,901 km avec un angle de 38,97 degrés. Depuis ce même autel jusqu'à l'ancienne pyramide de Cholula, dont le sommet est désormais caché par les structures récentes, nous avons une distance de 90,450 km, avec exactement le même angle de 38,97 degrés. La première structure de la pyramide de Cholula n'est plus visible, mais a été localisée par les archéologues. C'est ce point-là que nous prenons pour référence. La tangente de ces deux angles nous délivre le nombre d'or, 0,809 plus 0,809 égale 1,618. Mais ce n'est pas tout. Le rapport de distance entre ces 3 pyramides nous délivre aussi le nombre d'or. 90,450 divisé par 55,901 égale 1,618. Ce concours de circonstances ne peut en aucun cas être le fruit du hasard. D'autant plus que la distance de 55,901
est le report d'exactement 25 fois la dimension du complexe rectangulaire qui entoure les 3 pyramides de Teotihuacan. La dimension de ce complexe est 2,236 km de long, soit la racine de 5 exprimée en kilomètres. Les mathématiques peuvent vous crisper un peu, vous rappeler de mauvais souvenirs d'école, mais ce sont des notions élémentaires que nous vous présentons ici, et qui sont les clés d'un ancien langage, d'un mode de pensée par forme géométrique, avec des proportions mûrement réfléchies, dont nous avons perdu l'essence même. Ce qui vient d'être présenté ici montre qu'une science commune était appliquée un peu partout sur la planète, et que de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'unité métrique était employée plusieurs millénaires avant son invention officielle. En dehors des aspects purement géométriques, y a-t-il d'autres raisons pour expliquer l'implantation des monuments mégalithiques? Il y a plus d'un siècle déjà, les premiers archéologues qui étudièrent les dolmens en France et en Europe constatèrent que les orientations de ces monuments coïncidaient avec les solstices et équinoxes. Une des explications consiste à mettre en perspective ces dispositions avec celles des levées et couchers de soleil lors des solstices, par exemple. Ici, sur les plateaux au pied du massif du Sancy, le soleil se lève avec un angle compris entre 32 et 46 degrés par rapport à l'axe est-ouest selon le relief qui nous entoure. Mais en tenant compte de la différence d'altitude des emplacements, on peut découvrir le 21 décembre, jour le plus court de l'année, que depuis la chapelle de Saint-Floret, le soleil disparaît en roulant sur la crête jusqu'à la fin du crépuscule derrière le pic de Brionnais. On peut réaliser la même observation au moment du lever de soleil depuis l'église de Saint-Diéry. Plus intéressant encore, depuis le menhir de Frédefond, lorsqu'on regarde le sommet du Sancy, l'angle est aussi de 31,72 degrés par rapport à l'axe des équinoxes, soit la diagonale d'un rectangle d'or. Le 21 décembre, pour le solstice, le soleil se couche sur le massif du Sancy. Il commence à disparaître sur les contreforts sud-ouest du massif et termine sa course au crépuscule juste derrière le sommet du puy de Sancy. Cette phase, durant laquelle le soleil disparaît derrière l'horizon avant que la nuit ne tombe, s'appelle l'heure dorée. Le 21 décembre, le soleil disparaît derrière le Sancy au moment de l'heure dorée. Serait-ce l'origine du nom qu'on donne aux montagnes qui se trouvent juste derrière le massif du Sancy, les Monts d'Or ? Nos ancêtres avaient le souci d'harmoniser l'espace, de relier la terre et le ciel à travers les nombres et la géométrie avec une précision improbable, qui soulève des questions sur l'origine de cette science artistique que Howard Crowhurst a baptisée l'astrogéométrie. Tout ceci est vraiment étonnant et nous interpelle au plus haut point. Il y a plusieurs millénaires, des gens sont venus installer des pierres d'apparence rustique, distantes parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Ils savaient mesurer les distances, les orientations et l'altitude de tous ces emplacements qu'ils choisissaient. Comment est-ce possible? Ces hommes dont l'histoire nous enseigne qu'ils n'étaient qu'au balbutiement de la civilisation. Leur savoir-faire et connaissance bouleversent vraiment tout ce que nous croyons savoir.
À ce niveau-là de notre recherche, nous pouvons affirmer qu'il a existé par le passé des peuples dotés d'une capacité de géolocalisation équivalente à celle que notre civilisation a durement acquis très récemment et après des millénaires de recherche. Il semble que ces peuples bâtisseurs avaient connaissance des dimensions de la Terre. Ils savaient en tenir compte dans la mesure des angles sur une sphère. Comment ont-ils mesuré la Terre? Il y a longtemps, si longtemps, que nous n'en avons aucune mémoire écrite, ou presque. Quelques traditions racontent comment en Angleterre, le pays fut mesuré pour y installer les principaux sites mégalithiques comme celui d'Highbury. Cette pensée par forme géométrique, exprimée sur un support naturel d'une grande beauté, devrait nous inciter à reconsidérer l'origine de nos civilisations, mais surtout à tenter de comprendre ce qu'elles ont à nous apprendre. Nos ancêtres n'ont probablement pas déployé tant d'efforts pour que nous passions à côté de leur construction sans nous émouvoir et nous questionner. Fulbert, le fondateur de l'école de Chartres, disait ceci: « C'est en grimpant sur l'épaule de nos ancêtres que l'on peut voir un peu plus loin. Ils étaient des géants, nous sommes si petits. » Merci, au revoir et à bientôt.